donnez-nous 350 000 $, ou ne rentrez pas à la maison. Mes parents m'ont forcé à vendre ma maison pour payer les dettes de mon frère. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je les poursuive en justice et que je coupe les ponts pour toujours. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez partager dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'arôme de mon café en train de mijoter noir et riche signalait habituellement un début de journée paisible. Mais récemment, une pointe métallique d'appréhension avait commencé à le gâcher. Cette maison, celle pour laquelle j'avais économisé et lutté, était ma forteresse, mon défi, je l'ai fait, dans une famille qui m'a toujours considéré comme une ressource. La lumière du soleil traversait la fenêtre de la cuisine, illuminant les particules de poussière dansant dans l'air. Mais même la lumière matinale joyeuse ne pouvait pas tout à fait bannir le nœud qui se resserrait dans mon estomac. J'ai tracé le grain usé du comptoir, un rythme silencieux sous mes doigts, un témoignage des années d'efforts qu'il avait fallu pour appeler cet endroit vraiment mien. Chaque clou martelé, chaque couche de peinture appliquée, résonnait avec le rugissement silencieux de « je l'ai mérité ». Ce n'était pas un manoir, juste une modeste maison de 3 chambres dans un quartier paisible de Silver Lake, Ohio. Mais c'était mon sanctuaire. Dès que j'ai pu comprendre les nuances de la dynamique familiale, j'étais celui de responsable, la main stable, le discret, réparateur. La voix de ma mère, un mélange de miel et d'acier, avait toujours été capable de me forcer à donner à David, juste un peu d'aide. C'est ton frère, Mark. La famille est de la famille. Ces mots, une berceuse de manipulation, ont résonné tout au long de mon enfance, façonnant ma compréhension de l'amour et de l'obligation. David, avec son rire contagieux et sa présence magnétique, était le fils autour duquel notre famille gravitait. Il avait ce charme, cette capacité sans effort à faire sentir à chacun qu'il était la personne la plus importante de la pièce. Même s'il passait d'un projet à moitié cuit à un autre, laissant derrière lui une traînée de chèques sans provision et de promesses non tenues, mes parents y voyaient du génie. Moi, je voyais une bombe à retardement. Je me souviens précisément quand j'avais 10 ans et David 12, il a emprunté mon argent de poche pour un nouveau jeu vidéo, promettant de me rembourser le double. Il ne l'a jamais fait. Mes parents ont juste ri, oh, c'est juste David étant David. Il a de grandes idées. Plus tard, au lycée, lorsque David a eu un accrochage et n'avait pas d'assurance, c'est mon fonds universitaire qui a subi le choc pour couvrir les réparations. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce, Marc, disait ma mère en me caressant les cheveux. C'est ton frère. Chaque petit coup de pouce ressemblait à un coup de poing dans l'estomac. Mon compte d'épargne ressemblait moins à une cagnotte et plus à un guichet automatique tournant pour la dernière start-up révolutionnaire de David qui implosait inévitablement. Il y a eu la société de cornichons artisanaux qui s'est terminée par des montagnes de concombres fermentés, le service de promenade de chiens sur mesure qui a mystérieusement perdu tous ses clients, et l'entreprise de crypto-monnaie qui a disparu plus vite que de la fumée dans une forte brise. Chaque virement ressemblait à un morceau de mon propre avenir effrité. J'ai reporté mes études supérieures à 2 reprises, me disant que c'était pour la famille, tout en regardant secrètement mes pères aller de l'avant, construisant des vies dont je ne pouvais que rêver. J'ai conduit ma Honda Civic 2008 cabossée, celle avec l'échappement qui grince perpétuellement, longtemps après qu'elle aurait dû être mise à la retraite, car chaque centime semblait destiné à la dernière urgence de David. Le ressentiment, un caillou froid et tranchant, s'est installé au plus profond de mon estomac, bien que je le laisse rarement affleurer. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était l'attente tacite, le report constant de mes propres besoins pour le bien des crises sans fin de David. Mes parents n'ont jamais exigé ouvertement, pas vraiment. C'était toujours voilé de soupirs doux, de supplications larmoyantes et du poids lourd de leur déception si j'osais hésiter. Nous sommes une famille, Marc. Nous restons unis. Les mots étaient une couverture chaude, mais ils ressemblaient à une camisole de force. Dernièrement, cependant, les retours de mes parents étaient devenus épais de mots non dits, comme l'humidité avant un orage d'été. Les appels téléphoniques de ma mère sont devenus plus fréquents, leur durée s'allongeant, sa voix chuchotée, chargée d'une urgence fabriquée. Marc, chéri, David, eh bien, il est dans une situation un peu difficile. Mon estomac s'est serré, sachant ce qui allait arriver. Ce n'était plus seulement un cornichon, c'était une crise à part entière. Je pouvais le sentir dans la façon dont ces mots avaient un goût de cendre. Mon père, habituellement un homme de peu de mots, n'a offert que des phrases brèves et abruptes.
Son attitude généralement décontractée a été remplacée par une tension tendue qui me donnait la chair de poule. Il arpentait le salon, un pli gravé profondément entre ses sourcils, soupirant de temps en temps de façon dramatique, s'assurant que j'étais un public captif de ses angoisses non dites. Même des parents éloignés et des tantes et des oncles qui ne faisaient généralement surface que pendant les vacances ont commencé à appeler, leurs voix épaisses d'inquiétude pour David. C'est un si bon garçon, juste un peu malchanceux, a roucoulé tante Suzanne au téléphone, une tentative claire de me ramollir. Il se remettra sur pied, vous verrez. C'était un effort coordonné, une symphonie silencieuse de manipulation conçue pour affaiblir ma résistance avant l'acte principal. Le sentiment de pressentiment s'est intensifié de jour en jour, un lourd manteau qui s'installait sur mes épaules. Je savais, avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os, que la demande inévitable, celle qui exigerait plus qu'un simple morceau de mes économies se profilait, et elle allait arriver bientôt. La semaine précédant Thanksgiving, la pression a augmenté. Ma mère appelait tous les soirs, détaillant les dettes croissantes de David envers divers personnages louches, laissant entendre des conséquences désastreuses. Ils ont dit qu'ils lui casseraient les jambes, Marc, chuchotait-elle, sa voix un bord fragile comme une tasse de thé sur le point de se briser. Mon père, dans un rare appel direct, a simplement dit, « Fils, c'est sérieux. Tu dois être prêt à aider ton frère. Vraiment l'aider. » Cette fois, les mots étaient une menace silencieuse, une confirmation du désastre imminent qui allait bientôt me submerger. Le dîner de Thanksgiving, un moment généralement réservé à la chaleur et à la gratitude, allait devenir le théâtre de la plus grande demande de ma vie. Je pouvais presque goûter la peur, le désespoir, la demande non dite dans l'air, lourde et suffocante. L'odeur de la fameuse farce à la sauge de ma mère apportait généralement du réconfort, une chaude étreinte de nostalgie qui m'enveloppait dès que je franchissais le seuil. Mais cette année-là, alors que j'entrais dans la maison familière, excessivement chaude de North Ridgeville, elle était imprégnée de la pointe métallique de la peur et d'une prémonition glaçante. Le bourdonnement familier du football lointain à la télévision, le tintement de la glace et des verres, tout semblait étouffé, englouti par une tension palpable qui pesait lourd dans l'air. Mes parents étaient assis sur le canapé fleuri, leur visage marqué d'une gravité qui me retournait l'estomac. David était assis à côté d'eux, inhabituellement silencieux, son regard fixé sur un point lointain, une brillance révélatrice de sueur sur le front. La table de fête, chargée d'une dinde scintillante, d'un gratin de patates douces et de tartes à la citrouille, ressemblait à un accessoire grotesque dans une pièce à laquelle je n'avais pas accepté de participer. « Marc, chéri », a commencé ma mère, sa voix une gaieté forcée qui s'est rapidement dissoute en un sanglot étouffé. Elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans l'épaule de mon père. Il lui a tapoté maladroitement l'épaule, ses yeux, habituellement bienveillants, avaient maintenant un éclat de désespoir que je n'avais jamais vu auparavant. « Ton frère, il doit 350 000 $. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, me coupant le souffle. 350 000 $. Mon esprit tourbillonnait, essayant de comprendre l'ampleur du nombre. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. Ce n'était pas le cornichon habituel de David, c'était un abîme. J'ai regardé David, cherchant le moindre signe de remords, la moindre explication, mais il a juste regardé fixement, une victime familière gravée sur son visage. Il réussissait toujours à avoir l'air perpétuellement lésé, même lorsqu'il était l'architecte de sa propre chute. Puis la voix de mon père, habituellement un grondement régulier, a été aiguë, coupant l'air festif, tranchant à travers les derniers vestiges de mon calme. « Tu dois vendre ta maison, fils. C'est la seule issue à ce gâchis. C'est la seule façon de sauver ton frère, de sauver notre famille. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, froids et définis, volent la chaleur festive de la pièce. Ma maison, mon sanctuaire, la seule chose qui était sans équivoque mienne, construite brique par brique minutieuse, sou par sou durement gagnée. Ma mâchoire s'est décrochée, l'incrédulité luttait contre une rage soudaine et brûlante. Vendre ma maison? J'ai réussi à dire, ma voix à peine un murmure. Êtes-vous sérieux? Pour les dettes de jeu de David? Pour un autre de ses projets? Ma mère, se remettant miraculeusement de ses sanglots, leva la tête, ses yeux soudainement brillants d'une lumière féroce et froide que je voyais rarement. Marc, comment peux-tu être si égoïste? C'est la famille. La vie de David est en jeu. Elle a utilisé son arme préférée, la plus puissante, la culpabilité. Égoïste? Le mot a jailli de ma gorge, cru et incrédule. Est-ce ce que signifie la famille pour vous?
Jeter mon avenir pour les erreurs de David? Je l'ai renfloué d'innombrables fois mes économies, mes projets, tout est parti à cause de son imprudence. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, l'injustice pure de tout cela me submergeant. La mâchoire de mon père était serrée, ses yeux aussi froids et impitoyables que du granit. Il s'est levé, se dressant au-dessus de moi, son ombre tombant sur mon visage. « Marc, a-t-il déclaré, sa voix dépourvue de toute chaleur, donnez-nous 350 000 $, ou ne rentrez pas à la maison. » Les mots ont résonné dans la salle à manger soudainement silencieuse, scellant mon destin, déchirant toute illusion d'amour inconditionnel. Ce n'était pas une demande, c'était un ultimatum. La maison où j'avais grandi s'est soudainement sentie étrangère, chaque photo de famille au mur comme une accusation, se moquant de ma loyauté. L'odeur familière de la sauge et de la dinde rôtie s'est soudainement avérée amère dans ma gorge. J'avais l'impression de me noyer, submergé dans un océan froid et sombre de leurs attentes. Mes mains se sont serrées en poing, les jointures blanches, le tremblement commençant dans mes doigts et se propageant dans tout mon corps. Ma vision s'est brouillée. C'était ça. Le fond absolu. Toutes les années de sacrifices silencieux, les innombrables fois où j'avais avalé mes propres besoins, l'espoir désespéré qu'un jour il me verrait vraiment me voir pour qui j'étais, pas seulement ce que je pouvais fournir, tout s'est évaporé dans cette seule phrase brutale. Il n'y avait plus d'illusion, plus d'espoir, seulement la vérité froide et dure, j'étais une ressource, rien de plus. Je n'ai plus dit un mot. Je ne pouvais pas. L'air était trop épais de leur mépris et de ma propre douleur. Je me suis retourné aveuglément, naviguant dans la salle à manger, en passant devant les assiettes de nourriture intactes qui semblaient maintenant dégoûtantes. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos, je pouvais presque entendre leur jugement tacite. L'air froid d'automne à l'extérieur m'a frappé comme un choc physique alors que je trébuchais hors de la porte d'entrée, laissant derrière moi la chaleur, la nourriture et les restes brisés de ma famille. Je suis monté dans ma voiture, la vieille Civic tremblant pour prendre vie, une métaphore pathétique de mon propre esprit brisé. J'ai conduit sans but au début, les lumières suburbaines se brouillant à travers mes yeux larmoyants, l'odeur de la peur et de la trahison obstruant ma gorge. Il y avait une douleur creuse dans ma poitrine, un vide où la famille était autrefois. Chaque mile qui passait ressemblait à un gouffre qui s'élargissait entre moi et les personnes que j'avais appelées les miennes. La radio jouait un air joyeux des fêtes, une ironie cruelle qui n'a fait qu'approfondir mon désespoir. J'ai conduit pendant des heures, le réservoir d'essence se vidant lentement, tout comme mon espoir. Quand je suis finalement entré dans ma propre allée, la maison était silencieuse, sombre, un contraste frappant avec la joie des fêtes que je venais de laisser derrière moi. En regardant mon propre reflet dans le verre sombre et froid de ma fenêtre ce soir-là, je n'ai pas vu un avenir, mais un coffre-fort brisé. Mes yeux étaient rouges, mon visage pâle, témoignage du martèlement émotionnel que je venais de subir. Une profonde lassitude s'est installée sur moi, un épuisement profond qui allait au-delà du manque de sommeil. Je me sentais complètement vaincu, isolé, en train d'envisager d'abandonner. La pensée passagère mais terrifiante a chuchoté dans mon esprit, à quoi bon? Mais ensuite, une rage à combustion lente a commencé à s'enflammer en moi. Cela a commencé comme une petite étincelle au plus profond de mon estomac, alimentée par chaque souvenir de chaque sacrifice, chaque conversation manipulée, chaque fois que j'avais été négligé pour David. Il ne s'agissait pas seulement des 350 000 $, il s'agissait de toute ma vie, de ma valeur personnelle, de mon droit d'exister en dehors de leurs exigences étouffantes. Plus jamais, ai-je chuchoté les mots. Une promesse brute à moi-même, un cri de guerre pour mon avenir volé. Ma voix, cependant, portait une nouvelle résolution d'acier. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement alors que je cherchais, avocat en droit familial. L'idée de poursuivre mes propres parents était comme plonger ma main dans de l'eau glacée, choquant, douloureux, mais indéniablement nécessaire. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'autopréservation. Il s'agissait de tracer une ligne dans le sable, enfin, irrévocablement. Je ne refuserai pas seulement, je me battrai. Ma première consultation avec Madame Davis fut une expérience surréaliste. Son bureau, situé en hauteur dans un gratte-ciel du centre-ville de Cleveland, offrait une vue panoramique sur le lac Erie, mais je n'en ai rien vu. Toute mon attention se portait sur elle, une femme vive et pragmatique, aux cheveux auburn soigneusement attachés et au regard perçant et évaluateur. Elle écouta patiemment, son expression impénétrable, tandis que je lui racontais des années de manipulation financière, la témérité de David et, enfin, l'ultimatum de Thanksgiving. « Ce ne sera pas facile, Marc, déclara-t-elle, sa voix dénuée de jugement mais ferme.
Les affaires familiales le sont rarement. Elles sont désordonnées, émotionnelles, mais vous avez le droit de vous protéger. D'après ce que vous m'avez dit, vous avez de solides arguments pour une coercition financière et une influence indue. Ces paroles, bien que sobres, furent aussi une bouffée d'air frais, me propulsant vers l'avant. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vu, vraiment entendu par quelqu'un qui n'essayait pas d'extraire quelque chose de moi. Dès que la nouvelle du procès est parvenue à mes parents, la tempête a vraiment éclaté. Mon téléphone a vibré sans cesse avec des textos furieux et des messages vocaux de tante et d'oncle condamnant mes actes ingrats. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» sanglota tante Carole dans un message vocal, sa voix ruisselant de chagrin factice. « Ta mère est désespérée. Tu déchires cette famille. » Ma mère, maîtresse de l'image publique, a publié une mise à jour Facebook mièvre sur l'unité familiale en période difficile, avec une pique à peine voilée à ceux qui trahissent leur propre sang. Quelques jours plus tard, un cousin m'a envoyé une capture d'écran d'une photo de famille d'une récente réunion ou une photo où j'avais été clairement rogné, laissant un espace vide gênant là où mon bras aurait dû être. J'ai regardé l'image, mes doigts tremblant si fort que j'ai laissé tomber mon téléphone. C'était un symbole brutal et frappant de leur tentative de m'effacer, de nier ma propre existence au sein de leur récit soigneusement construit. La maison où j'avais grandi, avec ses odeurs et ses sons familiers, m'est soudainement apparue étrangère, chaque photo de famille au mur comme une accusation. J'ai passé d'innombrables heures avec Madame Davis, passant au crible de vieux relevés bancaires, des chèques annulés, des messages textes, tout ce qui pouvait servir de preuve de mon soutien financier constant à David et à la famille. Ce fut une excavation douloureuse, chaque document était une nouvelle blessure, un rappel de chaque sacrifice que j'avais fait, chaque fois que j'avais mis leurs besoins avant les miens. Le volume des transactions, la manière insidieuse dont ils m'avaient dépouillé au fil des ans, était stupéfiant. Un après-midi, enfoui au fond d'une boîte poussiéreuse de vieilles photos de famille et de documents que j'avais apportés du grenier de ma grand-mère, je suis tombé sur une petite enveloppe délavée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de ma grand-mère, datée de quelques mois seulement avant sa mort. Son écriture élégante, bien que tremblante, était toujours lisible. Elle parlait de son amour pour ses petits-enfants, de ses inquiétudes concernant les penchants financiers de certains, et d'une phrase critique sur la nécessité de s'assurer que, les plus calmes, surtout Marc, sont toujours protégés. Elle mentionnait un nouvel arrangement avec la succession de mon grand-père. Mon cœur s'est emballé. Je me souvenais vaguement d'un parent éloigné, la grande-tante Mildred, qui avait mentionné quelque chose il y a des années au sujet d'un testament complexe, mais je l'avais rejeté comme de vieux ragots de famille. J'ai immédiatement apporté la lettre à Madame Davis. Ses yeux, habituellement si impassibles, se sont légèrement élargis lorsqu'elle l'a lu. « C'est intéressant, Marc », murmura-t-elle, sa voix pensive. Cela pourrait être une piste vers quelque chose d'important. Elle a immédiatement lancé une recherche plus approfondie dans la succession de mes grands-parents, recherchant spécifiquement tout amendement ou codicile à leur testament original. La semaine suivante, Madame Davis m'a appelé. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir le tremblement dans ses mots, une excitation à peine contenue. « Marc, il y a quelque chose que vous devez voir. Cela ressemble à un codicile au testament de vos grands-parents, daté d'une semaine seulement avant la mort de votre grand-mère. Il n'a pas été enregistré, ou plutôt, il a été supprimé. » Mon souffle s'est bloqué. Je me suis précipité à son bureau alors qu'elle posait le document sur la table de conférence polie. Mes yeux ont parcouru le langage juridique orné, puis se sont aiguisés dans une clarté dévastatrice. Ma maison, mon sanctuaire, celle que j'avais achetée ou du moins je le croyais avec des années de mes propres rêves différés, elle m'avait été expressément léguée, à moi, Mark Peterson, comme héritage distinct, libre et net, bien avant même que je n'y verse un acompte. Mes grands-parents avaient voulu s'assurer que j'avais une base solide, reconnaissant mes sacrifices silencieux. Non seulement cela, mais une part importante de leur fiducie restante ou une somme substantielle était spécifiquement destinée à couvrir les charges financières extraordinaires de leurs enfants ou petits-enfants, afin que personne ne soit laissé dans le dénuement. Mes parents le savaient. Non seulement ils n'avaient pas divulgué cette information, mais ils avaient activement orchestré la vente de la maison, me faisant effectivement acheter quelque chose qui était déjà légitimement mien, tout en siphonnant mon héritage pour financer les échecs de David, le tout sous le couvert de l'aide familiale. Une vague de prise de conscience glaciale m'a envahi. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé, ils m'avaient volé mon droit d'aînesse, me dépouillant systématiquement de mon autonomie et de ma sécurité financière pendant des décennies. La colère que je ressentais n'était plus chaude et explosive, mais froide, précise et absolument dévastatrice.
Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une tromperie profonde et calculée qui remontait à des années. Au moment même où cette nouvelle vérité s'installait, un appel inattendu est arrivé. C'était la grande-tante Mildred, la sœur cadette de ma grand-mère, une octogénaire fougueuse qui avait toujours gardé ses distances avec mes parents, désapprouvant tranquillement leur manière matérialiste. « Marc, dit-elle, sa voix faible mais ferme, j'ai entendu parler de ton procès. Ta grand-mère s'inquiétait toujours pour toi, son petit roc stable. Elle s'est assurée que tu sois pris en charge. Il y avait des rumeurs sur un arrangement secret, un codicille. Ta mère, elle a toujours été très douée pour obtenir ce qu'elle voulait et pour garder les choses secrètes. » Ces paroles, une confirmation silencieuse de mes peurs les plus profondes et une validation de ma colère, ont été comme une bouée de sauvetage. Elle a proposé de fournir une déclaration sous serment validant l'existence du codicille et confirmant le comportement de manipulation financière de longue date de mes parents. Puis le coup final est dévastateur, David m'a appelé tard une nuit. Sa voix était rauque, désespérée, presque méconnaissable. « Marc, tu dois me croire. Maman et papa, ils m'ont poussé à le faire. Ils ont dit que tu avais plus cassé. Ils m'ont même aidé à falsifier certains chiffres. » Mon cœur battait contre mes côtes. Un goût métallique et froid a rempli ma bouche. Les pièces se sont emboîtées ou une mosaïque laide de trahison calculée. Il craquait sous la pression du procès, craignant ses propres répercussions juridiques, n'étant plus protégé par la protection parentale. Il m'a envoyé des captures d'écran d'un vieux téléphone jetable ou des messages textes fragmentés mais accablants de ma mère lui donnant des instructions sur quoi dire, comment faire paraître la dette plus catastrophique, comment vraiment vendre le désespoir. Il y avait des courriels de mon père indiquant des chiffres précis à me demander, suggérant même de falsifier un document de prêt d'un usurier fictif. Et puis le message vocal, c'était la voix de ma mère, claire comme le jour, son ton incroyablement calme, coachant David, dis-lui simplement que tu dois 350 000 $ aux mauvaises personnes. Fais en sorte que cela ressemble à ce que ta vie en dépend, David. Marc tombe toujours pour l'acte héroïque. Mon monde ne s'est pas simplement incliné, il s'est brisé. Ce n'était pas seulement l'irresponsabilité de David, c'était un plan méticuleusement élaboré à long terme par mes deux parents, utilisant leur fils préféré comme un pion pour me contrôler, pour me dépouiller continuellement. David n'était pas seulement une victime, il était un complice manipulé, oui, mais complice néanmoins. La rage qui m'a alors consumé était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti, froide, absolue, purifiante. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait plus de famille à sauver, seulement la vérité et la justice. La salle d'audience bourdonnait de chuchotements contenus, un faible bourdonnement d'énergie nerveuse. Je me suis assis à côté de Madame Davis, la mâchoire serrée, le regard fixé sur mes parents de l'autre côté de l'allée. Ma mère, habituellement si composée, avait l'air fragile, ses yeux se déplaçant nerveusement dans la salle. Mon père, typiquement si stoïque, serrait la rampe devant lui, les jointures blanches. David était introuvable, se cachant probablement de l'humiliation publique imminente. L'air était épais d'anticipation, le poids des années de vérité tue sur le point d'éclater enfin. Lorsque Madame Davis a commencé son exposé liminaire, sa voix était claire, nette et dévastatrice. Elle a exposé le schéma d'exploitation financière, les décennies de mes sacrifices pour les dettes sans fin de David. Puis elle a lâché la première bombe, le codicille supprimé. Le jargon juridique a rempli la salle, froid et précis, détaillant les véritables souhaits de mes grands-parents pour leur succession, léguant expressément ma maison et réservant des fonds pour les crises familiales. Lorsqu'elle a présenté la lettre délavée de ma grand-mère, un soupir collectif a parcouru la galerie. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur, sa façade soigneusement construite s'est brisée comme du verre. Mon père s'est assis raide, les yeux grands ouverts, un air d'animal paniqué et pris au piège. La grande-tante Mildred a témoigné, sa voix étonnamment forte pour son âge. Elle a parlé des intentions de mes grands-parents, de ses observations subtiles des tendances matérialistes de mes parents et de ses soupçons de longue date concernant les véritables transactions financières de la famille. Son témoignage, calme et crédible, a sapé l'image soigneusement cultivée de parents aimants et responsables. Mais le véritable bouleversement est survenu lorsque Madame Davis a présenté les preuves de David. Elle a projeté les captures d'écran des messages textes sur le grand écran de la salle d'audience, les mots froids et accablants de ma mère coachant David ont rempli l'espace. Puis elle a joué le message vocal, la voix calme, presque clinique de ma mère disant « Dis-lui simplement que tu dois 350 000 $ aux mauvaises personnes. Fais en sorte que cela ressemble à ce que ta vie en dépend, David. » Marc tombe toujours pour l'acte héroïque.
Le silence qui a suivi était assourdissant, plus épais que n'importe quel brouillard. C'était un silence rempli de choc, du son des illusions qui se brisaient. Ma mère a effectivement sangloté un son brut et animal et a enfoui son visage dans ses mains. Mon père, pour la première fois de ma vie, avait l'air totalement et complètement vaincu. L'absence de David était en elle-même une déclaration frappante, sa fuite était une confession. Le maillet du juge a frappé un son de finalité qui a vibré dans la salle d'audience. Jugement en faveur du demandeur, Monsieur Mark Peterson. Les mots étaient doux, mais portaient un arrière-goût amer, comme du chocolat fin mélangé à des cendres. La justice avait été rendue, mais à quel prix? Mes parents sont restés stupéfaits, leur empire de tromperie soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Ils ont été condamnés à payer une restitution pour les fonds qu'ils m'avaient injustement soutirés. Leur réputation dans la communauté s'est brisée, leur masque social soigneusement élaboré a été arraché pour que tous le voient. Il n'y a pas eu de grand discours, pas de confrontation dramatique par la suite. J'ai simplement rassemblé mes affaires, mon avocate à mes côtés. En passant devant mes parents, ma mère a levé les yeux gonflés et rouges ou une supplication en eux que j'avais autrefois désirée, mais maintenant elle était vide. Mon père a regardé droit devant lui, refusant de croiser mon regard. Il n'y avait plus rien à dire. L'opération émotionnelle avait été effectuée, et maintenant il était temps du long et laborieux processus de guérison. Je suis rentré à la maison, et la première chose que j'ai faite a été de m'asseoir sur mon canapé, le tissu doux était une encre réconfortante. J'ai pris mon téléphone, mon doigt maintenant stable, et j'ai systématiquement bloqué leur numéro, me suis désabonné de leurs médias sociaux, supprimant toute trace de leur présence toxique de ma vie numérique et émotionnelle. C'était un acte conscient de chirurgie émotionnelle, sectionnant un membre qui empoisonnait le reste de mon corps depuis longtemps. L'air de ma propre maison, mon sanctuaire, a soudainement eu un goût plus léger, plus pur. Le silence qui a suivi a d'abord été assourdissant, puis est devenu une symphonie de paix. C'était le son des limites qui se construisaient, des chaînes qui se brisaient. Mes poumons se sont remplis d'air que je n'avais pas réalisé que je retenais. Le chemin de la guérison n'était pas une ligne droite, c'était un chemin sinueux avec des bosses inattendues, des moments de chagrin pour ceux qui étaient perdus, et une joie écrasante pour ceux qui avaient été trouvés. J'ai commencé une thérapie, un espace où je pouvais enfin déballer des décennies de bagages émotionnels sans jugement. J'ai renoué avec des amis qui m'avaient soutenu lors d'innombrables crises familiales ou des amis qui étaient ma véritable famille maintenant. Mon amie Sarah, qui m'avait soutenu lors d'innombrables crises familiales, m'a simplement tenu la main tout au long de cette épreuve. Tu fais ce qu'il faut, Marc. Tu mérites la paix. Ces paroles ont été un baume pour mes nerfs à vif. J'ai redécouvert de vieux passe-temps, la peinture et la randonnée, trouvant du réconfort dans la solitude paisible qu'ils offraient. Chaque pas en avant, chaque souffle que je prenais dans ma propre maison, était un témoignage de ma résilience. J'ai appris que la famille n'est pas toujours une question de sang, il s'agit de respect, d'intégrité et d'amour sincère. Il s'agit des personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous épuisent constamment. Mes parents, dans leur tentative désespérée de contrôler et d'exploiter, m'avaient involontairement libéré. La liberté financière que je possédais maintenant était importante, mais la libération émotionnelle était inestimable. Je ne ressentais plus le poids constant de leurs attentes, la culpabilité lancinante, le besoin de justifier mon existence. Je n'étais plus une ressource, j'étais Marc, entier et complet. La vieille maison sent toujours l'herbe fraîchement coupée, mais maintenant elle sent vraiment la maison en ma maison. Et cela, en soi, suffit. Le silence qui avait l'habitude de paraître vide a maintenant l'air d'être la paix. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un rappel brutal que parfois les choix les plus difficiles mènent à la plus grande liberté. Avez-vous déjà dû tracer une ligne dans le sable avec votre famille? Qu'est-ce que cela vous a appris sur les limites, sur votre estime de soi, sur ce que signifie vraiment la famille? Partagez vos réflexions ci-dessous.